si on descend ici, quand on tourne ici, peut-être on peut tomber. Les jours sont comptés avant que notre voyage à la découverte du Maroc s'achève. Nous avons essentiellement parcouru l'intérieur des terres du royaume en franchissant des montagnes, traversant des déserts, et il est maintenant temps de partir à la découverte de la côte et rejoindre l'océan. Le cannabis. Il y a une patte attachée pour pas s'enfuir. Il y a juste quelques petites feuilles de cet arbre-là. Je pense que si mon ami cannabis, ici présent, savait ça, il suffirait de tirer un bon coup sur sa patte et puis... Le cannabis. N'est-ce pas? La route que nous empruntons file droit et ses abords sont désertiques. L'absence de végétation nous permet cependant de profiter des magnifiques reliefs des montagnes environnantes. C'est aux abords d'une piste que nous allons faire une rencontre inattendue. Un arbre attire notre attention. Des branches bougent alors qu'aucune brise ne souffle. Nous décidons de nous approcher afin de voir ceci de plus près. Des dizaines de chèvres sont en plein festin, en train de savourer les fruits de cet arganier. L'arganier est un arbre que l'on trouve exclusivement au Maroc et qui a la capacité de survivre dans les milieux très arides. Les chèvres mangent l'entièreté du fruit, mais n'en digèrent pas le noyau. Ce dernier est donc trié de leur sel pour produire ensuite la fameuse huile d'argan. Plus que quelques cols à gravir, et au loin, on commence à apercevoir le bleu de l'océan qui nous appelle. Il y a tant de monde ici. Et je crois qu'on a choisi la pire des journées pour venir ici se balader sur la plage. On est arrivé à l'Exira, et quand on est arrivé ici, wow, les rafales de vent. On a le sable qui s'infiltre partout, qui va dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. On a eu du baume à lèvres tout à l'heure et c'est tout granuleux maintenant sur les lèvres parce qu'il y a tout le sable qui reste collé sur les lèvres. La plage de l'Exira est habituellement très prisée et nous profitons donc du calme de la basse saison avec cette impression d'avoir privatisé les centaines de mètres de sable qui s'offrent à nos yeux. Au menu de ce midi, on va avoir des moules. Alors on est face au deuxième arche, derrière nous, qui est beaucoup plus grand, je trouve beaucoup plus sympa que le premier. Mais à mon avis, il doit y avoir une accessibilité plus difficile pour venir à cette arche-là, donc il y a beaucoup moins de monde. En fait, il y a personne, il y a juste nous. Une autre chose qu'on a vu là maintenant en se baladant sur la plage, c'est des maisons de pêcheurs qui sont creusées dans la falaise, ou du moins ils ont utilisé les trous qui sont présents dans la falaise pour y loger une petite maison. Il y en a une d'ailleurs qui était super jolie, faite de pierre. Après il y a aussi d'autres maisons un peu plus sommaires qui sont faites de tentes ou bien un peu de reste. Alors on a pris la route qui longe la côte maintenant en direction Agadir. J'ai trouvé une piste qui longe la côte alors que la route elle est plus dans l'intérieur du territoire et là on est en train de suivre cette piste. Vous voyez derrière, c'est quoi ça? C'est des maisons. Des anciennes maisons de pêcheurs, il y en a quelques-unes aussi encore de l'autre côté. Bon, je suis pas sûre, c'est l'ancien, hein. Maintenant je pense qu'il y a encore... Oh là-bas elles sont encore utilisées je pense, mais Ouais. celles derrière nous elles sont plus utilisées. Mais ce qui nous avait surtout frappé quand on est arrivé, c'était qu'il y a une vue sur vraiment un cirque qui est superbe. Et puis après on a commencé à se balader un petit peu, c'est là qu'on a découvert ce village de pêcheurs. Et aussi un truc assez particulier, c'est qu'il y a des... Alors je sais pas comment ça s'appelle, ces jets d'eau qui sortent. Il y a des cheminées creusées dans la pierre et puis avec la pression de l'eau qui vient de la mer, ça fait une sorte de geyser. Ouais, c'est vraiment haut, hein. Ouais, Plus c'est que 4 impressionnant. étages.
et le bruit que ça fait, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être à côté d'une baleine qui respire. Hier, on cherchait le camping parce que bord de la mer, toujours le militaire nous dit dégage. Je pense que si on voulait rester campé ici, là, bon, par exemple là-haut, là où on vient de se garer maintenant, ou bien le long de cette piste, je pense que ça poserait pas de problème. Je pense dans la piste, peut-être il n'y a pas de problème, mais à côté de route principale, le militaire toujours venir pour dire on ne peut pas dormir ici. On se sert d'une application pour trouver des spots de camping et sur la côte, tous les spots répertoriés sont systématiquement bloqués, comme on peut le constater sur ces images, ou contrôlés par des patrouilles de police ou des militaires. Parce que notre objectif, c'est d'arriver à Sidi Rba, où il y a un parc zoologique, une zone naturelle préservée. Il y a beaucoup d'oiseaux. Des gazelles! Je sais pas comment ça s'appelle en français. Des gazelles! Il y a tout le monde qui l'appelle gazelle. Elle est où ta gazelle? Si vous venez au Maroc, hautement recommandé de faire cette piste avec un véhicule 4x4 parce que bon, il y a quand même du sable. 4x4, hein. Ouais. Bon, j'ai pas encore activé les 4 roues motrices pour le moment. Pour le moment, je suis seulement en propulsion. C'est pas tout, Mais le chemin, ouais, il est quand même assez accidenté au début. Il y a du sable ici. Donc il faut quand même être équipé un minimum, je pense. Une autre chose assez particulière ici, c'est que le sable est mélangé avec des fragments de coquillages. Et ces coquillages, ils ressemblent à des petits escargots. On va essayer d'en trouver un. Enfin, il y en a de deux différentes tailles. Il y en a des petits et aussi des plus gros qui ont quasiment la taille de nos escargots de Bourgogne. On est sur la piste et j'ai parlé trop vite avant, j'ai dit que je n'étais pas encore passé en 4x4. Donc si on est passé en 4x4 maintenant, et en plus on a fait dégonfler les pneus, parce que là devant il y a pas mal de sable et en plus, ce qui me fait le plus peur en plus, c'est que c'est en dévers. Si on tombe là-bas, c'est la mer, hein. Comme on peut voir, il y a un camion militaire là qui vient de passer. Et moi je me suis arrêté, il était juste derrière moi. Donc il s'est mis à côté de nous, on a un petit peu discuté, je lui ai dit ouais ça passe là. Ouais ça passe. Il a fait 20 mètres, boum. Il avançait plus. Ah, il a dit bon. c'est un peu difficile ce piste. Ouais. Il est bon. On va dégonfler. Du coup ils ont fait marche arrière. Après bon lui il est pas aussi haut que moi donc lui, Oui, il a en pu plus monter je un pense petit qu'il peu, est puis beaucoup plus léger. il chassait derrière, il partait dans tous les sens. Bon, avec son truc ça va, il est pas aussi haut que nous. Nous, on a de la hauteur, dès qu'il y a du dévers, c'est dangereux. On va une fois commencer à enlever de l'air, si jamais ça suffit pas, on peut toujours encore enlever par la suite. Sur les 4x4, j'utilise généralement des petits appareils où ils peuvent régler la pression et puis ça descend en pression. Moi pour aller plus vite, j'enlève cette partie là à l'intérieur. En appuyant dessus pour dégonfler ces pneus là, ça prend une éternité. Par contre, ce qui est chiant quand on enlève ceux-là, faut vraiment faire gaffe de ne pas les perdre dans le sable. La raison pour laquelle je ne veux pas trop dégonfler non plus, c'est pas uniquement pour une question de durée de regonflage. Le but c'est de faire ce bourrelet là et puis surtout d'aplatir le pneu, mais du coup il y a ce bourrelet qui se forme ici. C'est vraiment les parties fragiles du pneu. Autant là, avec la partie plane, là on peut rouler sur des grosses terres, c'est pas un souci. Mais par contre là il faut vraiment faire attention sur les côtés pour ne pas éventer le pneu, parce que sinon là le pneu est raide et puis on est bon pour le changer. Et vu que ça coûte une fortune, on va éviter. Et voilà. Ouais, je vais vraiment essayer de monter au maximum là où c'est plat, là-haut. Et puis ça va aller. Mais pour pouvoir monter, il faut que je dégonfle. On va s'enliser sinon. Les pneus dégonflés, les doigts dans le nez. Darling, le chemin il est un peu dur, it's really steep. Les militaires, ils ont passé par ici, on dirait. Je ne pense pas à notre voiture qui passe. Minou qui va faire une double pour derrière là. Et prendre ce chemin un peu tout droit. Parce que
Si on descend ici, quand on tourne ici, peut-être on peut tomber. Dernier, après, tu marches tout droit à droite. Hein? Non, à droite! Me dis tout droit, pas à droite. Je dis à droite. On est dans la réserve de Souss-Massa, à quelques kilomètres au sud d'Agadir, et on va voir qu'est-ce qu'on arrive à voir. Normalement, il devrait y avoir des grues, des flamants roses, l'ibis chauve, c'est la dernière population d'ibis chauve au monde. Dans le parti un peu plus au nord de là où on se trouve, il y a une partie réserve qui est clôturée, dans laquelle je pense qu'on n'accédera pas parce qu'on s'est renseigné. Le prix d'un guide pour 2 personnes, c'est de l'ordre de 70 € pour la demi-journée. Ça sera hors budget pour nous, donc on a décidé de ne pas y aller. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est de cette partie-là. C'est un chemin de 3 km et on va voir si on arrive à spotter quelques animaux, quelques oiseaux intéressants. Faute d'apercevoir des ibis chauves, nous avons jeté notre dévolu sur les flamants roses. Le mouvement qu'ils font avec leurs pieds permet de remuer la boue pour faire remonter leur proie. L'accès à la réserve se fait via un chemin pédestre unique et des gardes circulent en veillant à ce que les touristes ne s'égarent pas en dehors du chemin en voulant se rapprocher des volatiles. La semaine prochaine, on continue à suivre la côte. محمد le pêcheur. Mohamed le pêcheur. Il habite à Sidi Ghbat. La bonne qualité des moules. C'est vite, hein? Très gros celui-là. Tiens.